1970. Vous êtes sur le quai de la gare de Lyon à Paris. Vous attendez votre train pour Marseille. Le Mistral, le train le plus prestigieux de France. Et vous le voyez arriver. Une locomotive massive, grise métallisée, avec un bandeau rouge vif et des lignes oranges. Un nez cassé unique, agressif, presque futuriste. Elle glisse le long du quai dans un grondement électrique profond. Si vous avez pris le train entre 1970 et le début des années 2000, vous l'avez forcément croisé. Le Mistral vers Marseille, le Capitole vers Toulouse à 200 km/h, l'Étendard vers Bordeaux, les Trans-Europe Express qui traversaient les frontières. Pendant 30 ans, la CC 6500 a été la reine des rails français, la locomotive la plus puissante du pays, celle qui tractait les trains les plus lourds, les plus rapides, les plus prestigieux. Environ 8000 chevaux, 200 km/h, capable de tracter 17 voitures voyageurs ou 2000 tonnes de marchandises. Une bête de puissance. 74 exemplaires principaux construits, mis en service en 1970, radiés jusqu'en 2007. De la gloire absolue au déclin brutal. Du prestige au fret, des trains mythiques aux wagons d'essence, remplacés par le TGV, puis par des locomotives plus modernes, puis oubliés. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la CC 6500, comment elle a régné sur les rails français, pourquoi elle avait ce nez cassé si reconnaissable, comment elle a tracté les trains les plus rapides avant le TGV, et pourquoi elle a fini ses jours dans l'ombre, déclassée, bridée à 100 km/h avant d'être radiée en masse. C'est l'histoire d'une reine déchue, mais c'est aussi l'histoire du dernier âge d'or vu l'attraction classique française, avant que le TGV ne change tout. Bienvenue sur BTP Power. On monte en cabine. 1969-1970, naissance d'une reine, les 8000 chevaux. Fin des années 60, la SNCF a un sérieux problème. Et ce problème, vous l'avez peut-être vécu sans même vous en rendre compte. Imaginez, vous voulez partir en vacances à Marseille depuis Paris. Vous hésitez. Prendre le train, ça prend encore presque 7 heures. Prendre la voiture sur l'autoroute toute neuve, 4h30 et 5 heures. L'avion, 1 heure de vol, même si l'aéroport est loin. Le train perd du terrain, massivement. La voiture explose, l'aviation décolle. Et la SNCF regarde ces chiffres avec angoisse. Les gens ne veulent plus attendre 7 heures dans un train quand ils peuvent rouler librement sur l'autoroute. Il faut accélérer, drastiquement. Mais accélérer, ce n'est pas juste appuyer plus fort sur l'accélérateur. Il faut des machines capables de tracter des rames lourdes à grande vitesse, des locomotives qui tiennent la distance, qui grimpent les rampes, qui ne faiblissent jamais. L'axe Paris-Lyon-Marseille est saturé, des dizaines de convois chaque jour, voyageurs et marchandises mélangés. Si on veut accélérer les trains de voyageurs, il faut qu'ils soient assez rapides pour dépasser tout le reste. 200 km/h, c'est l'objectif. 200 km/h en tractant 17 voitures. Pas un autorail léger, un vrai train lourd, confortable, avec restaurant, couchette, tout le luxe. Pour ça, il faut de la puissance, beaucoup de puissance. Alstom, le grand constructeur français de locomotives, se met au travail. Ils ont déjà construit des machines performantes, mais là, ils doivent pousser encore plus loin. Le résultat, la locomotive la plus puissante jamais construite en France à cette époque. 5900 kW. Vous traduisez ça en chevaux, environ 8000. 8000 chevaux électriques concentrés dans une seule machine. C'est colossal. Pour vous donner une idée, une locomotive classique des années 50 tournait autour de 3000 chevaux. Là, on double, on explose les standards. 6 essieux moteurs, tous motorisés. Configuration CC, comme on dit dans le jargon ferroviaire. Ça use plus les rails, c'est vrai, ça tape plus fort sur la voie, mais c'est le seul moyen de transmettre autant de puissance sans patiner. Alstom en construit 74 exemplaires neufs, puis il transforme 4 anciennes locomotives, des CC 21000, pour les amener au même standard. Total, 78 machines. Mais une locomotive, ce n'est pas juste de la mécanique, c'est aussi une image, un symbole, quelque chose qui doit marquer les esprits. Et pour ça, la SNCF fait appel à un homme hors du commun, Paul Arzens. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais si vous aimez le design automobile ou ferroviaire, vous avez forcément croisé son travail. Paul Arzens, c'est celui qui a créé l'œuf électrique en 1942. Vous savez, cette petite voiture futuriste en forme d'œuf avec une carrosserie en plexiglas alimentée par des batteries. Une vision totalement folle pour l'époque. Un objet qui semblait venir du futur. C'est aussi lui qui a conçu la baleine,
un autre prototype automobile révolutionnaire. Et c'est lui qui a aménagé l'intérieur d'un bombardier américain B-17 pour en faire un avion VIP pour le général Koenig après la guerre. Un artiste, un visionnaire, un obsédé du détail. Et il va dessiner cette locomotive comme personne d'autre n'aurait pu le faire. Arzens ne pense pas en ingénieur, il pense en sculpteur. Pour lui, une locomotive doit raconter quelque chose, elle doit incarner sa fonction. Il dit « Je veux un sprinter dans son starting block, quelque chose de tendu, de prêt à bondir. » Et il dessine ce qui va devenir iconique, le nez cassé. Vous voyez de quoi je parle si vous avez déjà croisé cette machine. L'avant de la locomotive n'est pas droit, il n'est pas arrondi comme les anciennes. Il est brisé, comme si quelqu'un avait plié la cabine vers l'intérieur. Le pare-brise descend en oblique, incliné vers le bas. Pourquoi? Pas pour le style, enfin, pas seulement. Pour éviter les reflets. Quand vous roulez à 200 km/h en plein soleil, un reflet sur le pare-brise peut vous aveugler. Arzens a pensé à ça. Mais visuellement, l'effet est saisissant. La locomotive semble se pencher en avant, agressive, déterminée, prête à dévorer les rails. Et puis il y a la livrée, la peinture. Arzens choisit quelque chose qu'on n'a jamais vu sur une locomotive française. Du gris métallisé, comme une voiture de sport, avec un large bandeau rouge vif qui court sur toute la longueur et des lignes oranges qui accentuent les formes. On l'appelle la livrée coup de soleil, parce qu'elle évoque la chaleur, la vitesse, le sud de la France vers lequel ces machines vont foncer. Et ce n'est pas une fantaisie, cette livrée est assortie aux nouvelles voitures grand confort que la SNCF vient de mettre en service. L'idée, c'est que la rame entière soit harmonieuse, que quand vous voyez arriver le Mistral, vous voyez un ensemble cohérent, pas juste une locomotive qui tire des wagons dépareillés. Arzens travaille chez lui, rue de Vaugirard à Paris, et vous savez comment il teste ses designs ? Il a construit un réseau ferroviaire miniature, du HO, avec des décors peints de sa main. Il fabrique des maquettes de ses locomotives, il les pose sur les rails et il regarde, il tourne autour, il ajuste, il peaufine. Un artiste perfectionniste jusqu'au bout des ongles. Maintenant, il y a un détail technique qu'il faut comprendre, parce que toutes ces locomotives ne sont pas identiques. Elles sont divisées en 3 séries, 3 familles. Janvier 1970, les premières sortent des ateliers, direction les dépôts. Lyon-Mouche pour le sud-est, Paris-Sud-Ouest-Ivry pour les lignes atlantiques. Elles sont prêtes, rutilantes, puissantes, magnifiques. Et elles vont prendre en charge les trains les plus mythiques de France, les joyaux de la SNCF. Mais ça, c'est pour le prochain chapitre, parce que l'histoire de la gloire de la 6500, elle commence maintenant. 1970-1981, l'âge d'or, quand la CC 6500 régnait sur les rails. Janvier 1970, les premières 6500 quittent les dépôts pour leurs missions inaugurales. Et pas n'importe lesquelles. Le Mistral, Paris-Marseille, le fleuron absolu de la SNCF, le train que tout le monde veut prendre, celui qui incarne le luxe ferroviaire français. Restaurant gastronomique, voiture climatisée, service impeccable. Vous montez à la gare de Lyon le matin, vous vous installez dans votre compartiment. Par la fenêtre, vous apercevez la locomotive qui attend en tête de rame, grise métallisée, bandeau rouge éclatant, ce nez cassé reconnaissable entre mille. Le départ, un grondement électrique profond, la rame s'ébranle, progressivement. Puis l'accélération, fluide, puissante, inexorable. Dijon, Lyon, Valence, Avignon, Arles, Marseille. Pendant toute la descente vers le sud, cette machine tire 17 voitures sans jamais faiblir. Dans les rampes, elle maintient l'allure. Sur le plat, elle file à pleine vitesse. Les environ 8000 chevaux font leur travail, silencieusement, efficacement. Le Capitole aussi. Paris-Toulouse. Celui-là, c'est la fierté de la SNCF. Parce qu'il roule à 200 km/h sur de longues sections en service commercial. Pas un record ponctuel, non, tous les jours, matin et soir. 200 km/h avec une rame complète, des centaines de passagers à bord, le restaurant qui sert des repas, les gens qui discutent, qui lisent, qui dorment. Et dehors, le paysage défile à une vitesse hallucinante. Pour tenir cette performance, il faut une machine exceptionnelle. La 6500 l'est. L'étendard vers Bordeaux, l'Aquitaine, les Trans-Europe Express qui traversent les frontières vers la Suisse, l'Italie, l'Allemagne.
Tous ces trains prestigieux, ces symboles de l'excellence ferroviaire européenne, ils passent entre les mains de ces locomotives. Donc comprenez ce que ça représente? Pendant 11 ans, de 1970 à 1981, la 6500 incarne le summum du transport ferroviaire français. Les mécaniciens qui les conduisent sont fiers de leur machine, fiers de tracter le Mistral, fiers d'afficher 200 km/h au compteur du Capitole. Parce que ces locomotives, elles répondent, elles obéissent. Vous demandez de la puissance, elles vous la donnent, instantanément. Les moteurs électriques montent en régime, la traction se durcit, le train accélère. 17 voitures voyageurs, aucun souci. 2000 tonnes de marchandises, elles les tractent aussi. Parce que, oui, certaines sont affectées aux frais lourds, trains de conteneurs, trains de céréales, trains de minerais. Polyvalentes, puissantes, fiables. Enfin, presque fiables, parce qu'on découvre rapidement quelques défauts. Le premier, c'est la ventilation. Alstom a équipé ses machines d'un système d'auto-ventilation. L'idée est simple, quand la locomotive roule vite, l'air entre naturellement par les persiennes et refroidit les moteurs électriques. Pas besoin de ventilateurs qui consomment de l'énergie. Sur le papier, brillant. Dans la réalité, problématique. Parce que ça marche très bien quand vous filez à 180 km/h avec le Mistral. L'air circule, tout refroidit parfaitement. Mais quand vous tractez un lourd convoi de marchandises à 50 km/h en montée, l'air ne circule plus assez, les moteurs chauffent, trop. Et là, ça crée des flashs, des arcs électriques à l'intérieur des moteurs. Ça claque, ça sent le brûler, ça abîme les équipements. Les ingénieurs d'Alstom doivent corriger le tir. Ils ajoutent des motoventilateurs soufflants, des ventilateurs automatiques qui se déclenchent quand la température monte trop. Problème réglé. Deuxième souci, la peinture. Ce beau gris métallisé qu'Arzance a choisi, il vieillit mal, très mal. Après quelques années d'exploitation, exposé à la pluie, au soleil, à la pollution, il ternit. Il devient grisâtre, sale, triste. La SNCF abandonne. Elle repasse au gris béton classique, moins élégant mais plus durable. Le bandeau rouge et les lignes oranges restent, heureusement. L'identité visuelle tient encore. Mais au-delà de ces ajustements techniques, quelque chose d'extraordinaire se passe. Le design de Paul Arzance traverse les frontières. Parce que ce nez cassé, cette silhouette agressive, ce concept du sprinter dans son starting block, ça plaît. Partout. Le Maroc commande des locomotives inspirées du même design. Série 900, 1300, 1350, toutes avec ce nez cassé caractéristique. Le Portugal fait pareil, des dizaines de machines qui reprennent l'esthétique d'Arzance. La Corée du Sud va encore plus loin, 94 locomotives, elles rouleront jusqu'en 2012, 40 ans de service. La Slovénie adopte le design pour sa série 363. Voyez ce qui se passe? Un designer français travaillant dans son atelier parisien avec son petit réseau miniature influence l'esthétique ferroviaire mondiale. Ces locomotives roulent sur 4 continents. C'est l'apogée du savoir-faire français, technique et artistique. Alstom construit les machines, Arzance les sublime, la SNCF les exploite brillamment. Pendant ces années 70, prendre le Mistral ou le Capitole, c'est voyager dans l'excellence. La locomotive assortie aux voitures, le service à bord irréprochable, la vitesse, le confort, tout est pensé pour que vous arriviez détendu, satisfait. Les quais de gare deviennent des lieux de spectacle. Les gens s'arrêtent pour regarder passer ces rames rutilantes. Les enfants montrent du doigt la locomotive au nez cassé. Les passionnés photographient. Les cheminots saluent fièrement. C'est l'âge d'or. Mais en 1981, quelque chose arrive. Quelque chose qui va tout changer. Pas progressivement, brutalement. Le TGV Sud-Est est inauguré. Du jour au lendemain, Paris-Lyon passe de 4 heures à 2 heures. Le Mistral, qui mettait 7 heures pour Marseille, devient obsolète face aux 3h30 du TGV. Les 6500 regardent passer ces rames oranges futuristes. Elles comprennent que leur règne touche à sa fin. Elles vont continuer à rouler, longtemps encore, mais jamais plus avec la même gloire. Le déclin commence. 1981-2007, le déclin d'une légende, du prestige au fret, puis à l'oubli. 22 septembre 1981, le président François Mitterrand inaugure le TGV Sud-Est, Paris-Lyon en 2 heures. Une révolution.
Et pour les 6500, c'est le début de la fin. Vous imaginez ? Pendant 11 ans, vous avez été la reine des rails. Vous avez tracté le Mistral, les Trans-Europe Express, les trains les plus rapides, les plus prestigieux, les plus admirés. Et du jour au lendemain, une rame orange ultramoderne vous dépasse. Elle va 2 fois plus vite, elle transporte autant de passagers, elle consomme moins, elle coûte moins cher à entretenir. Que faites-vous ? La SNCF retire progressivement les 6500 des grandes lignes sud-est. Le Mistral passe au TGV, les liaisons Lyon-Marseille aussi. Les trains internationaux vers l'Italie basculent vers d'autres solutions. Les locomotives sont réaffectées, trains régionaux, trains secondaires, parfois encore quelques express, mais plus jamais avec le prestige d'avant. Les mécaniciens s'en rendent compte immédiatement. Avant, on leur confiait le Capitole. Maintenant, on leur donne un train de nuit Clermont-Paris avec 3 voitures. L'humiliation est palpable. 1990, deuxième coup, le TGV Atlantique entre en service. Le Capitole disparaît. Toulouse passe au TGV, l'étendard vers Bordeaux aussi. L'Aquitaine, terminé. Les 6500 perdent leur dernier train mythique. Et là, un problème devient criant. Elles vieillissent. 20 ans de service intensif, ça use. Les suspensions fatiguent. Les moteurs électriques demandent plus d'entretien. Les pièces deviennent rares. Les coûts explosent. Pendant ce temps, la SNCF met en service les BB 26000, les Cibic, des locomotives modernes, bicourants. Elles peuvent rouler aussi bien sous 1500 volts continus que sous 25 000 volts alternatifs. Elles sont polyvalentes, elles vont partout. Les 6500, monocourants, 1500 volts uniquement. Elles ne peuvent circuler que sur certaines lignes, géographiquement limitées, technologiquement dépassées. Et puis, il y a le confort, ou plutôt l'inconfort. Les mécaniciens commencent à se plaindre. Fort. Les cabines des 6500 n'ont jamais été conçues pour le confort. Elles étaient fonctionnelles, spartiates, robustes. Après 20-25 ans d'exploitation, elles sont devenues pénibles. Les sièges sont durs, usés. Les vibrations passent directement dans la structure. À haute vitesse, ça ballotte, ça secoue, ça fatigue. Les nouvelles BB 26000 ont des cabines modernes, climatisées, ergonomiques, silencieuses. Les mécaniciens préfèrent largement conduire ces machines récentes. La SNCF note les remontées terrain. Elle comprend que ces locomotives mythiques deviennent un problème coûteux. En 2000, décision brutale. Toutes les 6500 encore en service sont bridées à 100 km/h. 100 km/h. Des machines capables de rouler à 200. Des locomotives qui ont tracté le Capitole à pleine vitesse pendant des années, limitées à 100. Pourquoi ? Pour économiser, réduire l'usure, prolonger artificiellement leur durée de vie, éviter les pannes coûteuses. C'est humiliant. Vous vous souvenez de leur gloire ? Maintenant, elles traînent derrière des autorails régionaux. Elles sont dépassées par tout le monde. Certaines sont versées au fret SNCF. Elles tractent des trains d'essence entre Toulouse et Lyon. 2400 tonnes de citernes. Du travail de bœuf, lent, lourd, invisible. Plus rien à voir avec le Mistral. 2003, le fret SNCF regarde ses comptes. Les 6500 coûtent trop cher, beaucoup trop cher. Pièces détachées rares, interventions fréquentes, immobilisation longue. Décision, radiation massive. On arrête tout. On les remplace par des locomotives plus récentes, moins gourmandes en maintenance. En quelques mois, des dizaines de 6500 sont garées, définitivement. Certaines partent directement à la ferraille, d'autres attendent dans des dépôts désaffectés, espérant un hypothétique repreneur. Quelques survivantes continuent, en Rhône-Alpes, affectées au TER, trains express régionaux, petites missions locales, Lyon-Grenoble, Lyon-Saint-Étienne, des trajets courts, sans prestige. Les passionnés viennent encore les photographier parce qu'ils savent que c'est bientôt fini. 2007, les dernières roulent leurs ultimes kilomètres. Les mécaniciens qui les ont connus jeunes montent une dernière fois en cabine. Puis c'est terminé. Radiation complète, 37 à 38 ans de carrière, de 1970 à 2007. Certaines sont sauvées, heureusement.
Des associations de passionnés se mobilisent. La 5558 est récupérée par l'APMFS, repeinte en livrée maurienne, vert bleuté, bande blanche, comme à ses débuts. La 5559 est préservée par l'association 6500. La 5565 entre à la Cité du Train de Mulhouse, le plus grand musée ferroviaire d'Europe. Elle trône là, témoin d'une époque révolue. Mais la majorité finit découpée, recyclée, disparue. Aujourd'hui, si vous croisez une 6500, c'est lors d'un événement spécial, une circulation exceptionnelle, un anniversaire ferroviaire, une sortie organisée par une association. Elle roule lentement, prudemment, entourée de passionnés qui la chouchoutent, qui veillent à chaque détail mécanique, qui la nettoient, la bichonnent, la maintiennent en vie. Alors pourquoi cette chute? Pourquoi une machine si performante a-t-elle fini dans l'oubli? Parce que la France a choisi une autre voie, littéralement. Le TGV, c'est une rupture totale, pas une évolution, une révolution. Des voies dédiées, des rames complètes automotrices, une vitesse qui dépasse tout ce qui existait. D'autres pays ont fait des choix différents. L'Allemagne a gardé ses locomotives et les a modernisées. La Suisse aussi. Ils ont misé sur la polyvalence plutôt que sur la vitesse pure. La France a tranché. Vitesse maximale, nouvelles infrastructures, nouveaux matériels. Table rase. Les 6500 ont payé le prix de cette stratégie. Alors dites-moi, est-ce que vous avez pris le Mistral, le Capital? Est-ce que vous vous souvenez de cette locomotive au nez cassé qui attendait en tête de rame? Racontez-moi en commentaire, parce que ces souvenirs, ils font partie de notre histoire ferroviaire. Si cette vidéo vous a ramené quelques années en arrière, partagez-la avec ceux qui ont connu cette époque, avec les passionnés de train, avec ceux qui aiment les belles machines. Abonnez-vous pour découvrir d'autres légendes industrielles françaises, d'autres machines qui ont marqué leur temps avant de s'effacer. À très bientôt sur BTP Power et longue vie aux dernières 6500.